ce soir une conférence qui s'intitule « Que nous apporte la métaphysique ». Avant d'écouter cette conférence, nous allons dire quelques mots sur la Loge Unie des Théosophes et quel est son but. En effet, c'est une association libre d'étudiants qui étudient et diffusent un enseignement qui a été retransmis par Elena Petrovna Blavatsky au XIXe siècle et qui a été appelé théosophie. En fait, cet enseignement est aussi vieux que le monde. On en trouve des traces dans le monde antique et il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un enseignement universel et qu'il est à la base de toutes les religions et de tous les systèmes qui existent. Ces religions, ces systèmes, toutes ces différentes philosophies aussi, sont en fait différents aspects que l'on pourrait représenter comme des branches qui viennent d'un tronc commun central qui représente cet enseignement originel. Alors, d'où vient-il cet enseignement ? Eh bien, il y a des êtres très évolués que l'on appelle les maîtres de sagesse et dont Madame Blavatsky a révélé l'existence au monde occidental à son époque. Ces maîtres de sagesse y ont accès à son enseignement et ils le gardent et s'occupent aussi de cette diffusion. C'est-à-dire que régulièrement, ils redonnent par l'entremise de leurs agents une certaine partie de cet enseignement pour guider l'humanité sur le devenir spirituel qui est à la base de sa véritable nature. Donc, nous avons ici affaire à un enseignement qui comporte beaucoup de choses nouvelles pour l'époque et qui est toujours valable pour notre 21e siècle. Alors la loge travaille évidemment dans ce sens, se réfère au fondateur de la Société théosophique à l'époque, en 1875, et travaille sur la base de tous les ouvrages que ces fondateurs nous ont laissés. Il les étudie et les diffuse pour que le plus de personnes possible y aient accès. Résumé, mais en gros c'est ça. Alors, quelles sont les activités de la loge ? Il y en a pas mal. Elles sont toutes ouvertes à tous. Elles sont libres et gratuites. Il y a des conférences tous les vendredis, comme ce soir, à 20h15 et la dernière demi-heure est employée à un échange de questions-réponses. Donc, tout le monde peut poser des questions, aucun problème. Il y a aussi les classes d'études du mercredi où là, on travaille de près certains textes. Les étudiants qui le désirent font des résumés des portions étudiées et répondent aux questions, ce qui est aussi une façon pour eux de mieux assimiler l'enseignement plutôt que de rester au mode lecture. Il y a également le 2 samedis par mois, premier et troisième samedi du mois, des réunions sur la doctrine secrète, le gros ouvrage de Madame Blavatsky, qui est évidemment un peu plus difficile, mais ces classes peuvent être suivies par tous, parce que on parle toujours, enfin on s'efforce de parler dans un langage simple
et accessible. Donc, soulignons aussi que les personnes qui fréquentent la loge et qui y travaillent décident elles-mêmes de leur engagement personnel. Et nous voyons qu'il y a là une grande ouverture et une grande liberté d'action pour chacun. Donc, c'est évidemment très résumé, mais il est important aussi d'aller au fond des choses. Le but de la loge, c'est étudier les enseignements qui viennent des maîtres par l'entremise de Madame Blavatsky et de les redonner. C'est comme une chaîne ininterrompue de conservation et de diffusion de la connaissance. Alors, avant d'écouter la conférence, nous aimerions vous lire pas un extrait en fait, non, vous lire la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Vous en avez peut-être entendu parler. Madame Blavatsky cite ce document plusieurs fois dans ses ouvrages, aussi en particulier dans la doctrine secrète. Elle nous dit qu'il y a en fait dans ce texte 7 clés d'interprétation ésotérique. Bon, évidemment, c'est pas pour nous, mais c'est bien de le savoir. Et aussi, ce qu'elle en dit, ces quelques phrases contiennent l'essence de la sagesse hermétique. Donc, il nous a semblé que pour introduire les notions de métaphysique, ce texte en est un bel exemple. Donc, la table d'émeraude. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice, le père de tout le télème, de tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière, si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épée, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel, et des rechefs, il descend en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, et pour cela, toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été créé. De ceci seront et sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les 3 parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Voilà maintenant la conférence que nous apporte la métaphysique. Merci. Alors, amis, le dictionnaire Larousse nous dit que la métaphysique est une réflexion globalisante qui a pour objet la connaissance de l'être. Ok ? Mais il nous semble qu'il faille bien faire la distinction entre être, non-être et un être. Il est ajouté que ce sont des spéculations intellectuelles sur des choses abstraites qui n'aboutissent pas à une solution des problèmes réels. D'abord, il serait bon de comprendre ce que recouvre la notion de choses abstraites, de façon à ouvrir l'horizon sur les mondes subjectifs ou transcendants
transcendants, en sachant que, en les pénétrant, l'homme s'approchera de plus en plus de la réalité permanente, en contraste avec la réalité relative et toujours changeante, et que c'est seulement dans ces conditions qu'il sera en mesure de résoudre les vrais problèmes de la vie. Tandis que Wikipédia définit la métaphysique comme science de ce qui existe en dehors de l'expérience sensible, qu'elle se démarque de la physique et de la connaissance empirique des phénomènes et concerne des entités ou des processus considérés comme immatériels et invisibles, entre parenthèses l'âme, le monde intelligible, la force vitale, etc. Cette définition nous paraît plus juste, mais demande quand même à être explicitée. Emmanuel Kant définit la métaphysique comme ayant pour objectif de s'élever jusqu'à la connaissance du suprasensible, c'est-à-dire de connaître des objets inaccessibles à l'expérience sensible. Pour lui, elle est la science qui contient les premiers fondements de ce que saisit le savoir humain. Cependant, HPB précise dans un article intitulé « Le phare de l'inconnu » que cette métaphysique qui amène Kant à affirmer l'identité de la constitution et de l'essence du Soleil et des planètes ne lui a toutefois pas permis de découvrir la vraie nature de cette essence. Elle explique que les sciences occultes sont plus que de la simple métaphysique, telle qu'elle est comprise par les scientifiques. Elle les qualifiera même de métaphysique ou de transcendantalisme universel. Pourquoi cela? Parce que, dit-elle, la théosophie rejette entièrement le témoignage des sens physiques si celui-ci n'a pas pour base celui de la perception spirituelle et psychique. L'évidence de la raison sur le plan terrestre, comme celle de nos 5 sens, doivent recevoir l'imprimatur du 6e et 7e sens de l'ego divin avant qu'un fait ne soit accepté par un vrai occultiste. Nous pouvons déduire que, d'une part, l'homme possède des sens de perception autres que ceux dont il a connaissance, et d'autre part que ceux-ci, c'est-à-dire les 5 sens, le mental raisonneur et l'intellect, sont incomplets ou limités pour rendre compte des réalités du monde dans tous leurs aspects. Ce que l'homme perçoit, décrypte et comprend n'est que la partie visible et déductible du monde et de l'univers, et l'essentiel reste caché. Mais il pourrait le découvrir sous certaines conditions. Par ailleurs, M. Crosby dit que sans métaphysique, il ne peut pas exister de physique. Il pointe sur le fait que la racine et la cause du monde physique se trouvent au niveau métaphysique de la nature et elles ne peuvent être découvertes ou approchées qu'en transcendant le physique, car, dit-il, il ne peut pas exister la plus minime possibilité de succès pour la recherche de la vérité sur les fondements mêmes de la nature entreprise au moyen d'observations physiques de la matière, de la substance, des éléments ou des forces. Ce qui veut dire que même avec des microscopes de plus en plus performants, les scientifiques ne découvriront jamais les mondes métaphysiques. Avec un peu d'intuition, ils arrivent à certaines déductions, mais ils demeurent incapables à lever tous les voiles des mystères de la nature. Pourtant,
il existe des hommes qui entrent dans les coulisses du monde en gardant leur intégrité, c'est-à-dire toute leur capacité active, alerte, éveillée, parce qu'ils se sont pliés aux conditions requises qui le leur permettent. HPB dit que le phare de la vérité, c'est la nature sans voile de l'illusion des sens. Il ne peut être atteint avant que l'adepte ne soit devenu maître absolu de son soi personnel, capable de contrôler tous ses sens physiques et psychiques à l'aide de son 7e sens, grâce auquel il est doué ainsi de la vraie sagesse des dieux, qu'elle appelle Théosophia. Et cette sagesse, cette gnose, est universelle et elle se trouve à la base de la nature de tout homme. Et il a toujours existé des êtres qui ont dépassé le niveau de l'évolution collective de l'humanité, quel qu'il soit. Ce sont précisément ces aînés plus éveillés, ces parents spirituels, qui ont dû se mêler à l'humanité naissante au moment opportun du nouveau grand cycle de vie, soit par nécessité, soit par solidarité, pour stimuler l'éveil du mental de l'homme à la conscience réfléchie, caractéristique qui lui donne son véritable statut d'homme en le distinguant de l'animal. Et dans cette humanité dans laquelle nous sommes engagés, il y a des êtres qui ont atteint l'éveil de ces grands sages à la vue profonde, d'autres sur le point de l'atteindre, et les autres diversement placés sur le sentier qui y mène. Et dans les Échos de l'Orient, M. Judge dit que depuis des âges, les adeptes poursuivent une expérimentation et une investigation scientifique sur ces sujets. Étant eux-mêmes des voyants de l'ordre le plus élevé, ils ne se sont pas contentés de consigner leurs propres expériences réelles au-delà du voile de la matière, en abordant les choses des deux côtés de ce voile. Ils ont assemblé, comparé et analysé, pour en garder la trace, les témoignages d'expériences similaires faites par des centaines de milliers de voyants de moindre degré, leurs propres disciples. Et cette démarche se poursuit sans interruption depuis des temps immémoriaux. Que la science en rit à sa guise. Les adeptes sont les seuls vrais savants car ils prennent en compte tous les facteurs intervenant dans une question, tandis que la science est limitée par le pouvoir du cerveau, par les circonstances, l'imperfection de ses instruments et par une totale incapacité à percevoir quoi que ce soit sous la surface des simples phénomènes présentés par la matière. Toute l'information concernant les visions et expériences de ces voyants de tout niveau au cours des âges reste disponible de nos jours. Mais dans cette masse de témoignages, rien n'a été accepté qui n'ait été contrôlé et vérifié par des millions d'observations indépendantes. Plus loin, il ajoute: cette consignation des expériences se poursuit toujours actuellement, car l'infinité des transformations de la nature en évolution ne connaît aucun arrêt et interdit de prononcer aucun mot final, aucune conclusion définitive. Ce qui nous semble extrêmement sage, puisque l'évolution est sans fin. Seules ces lois sont immuables. Ce qui a été consigné par les sages éveillés et dont une partie a été transmise à l'Occident au XIXe siècle par leurs disciples, HPB et William Grant Judge, contient entre autres
précisément les fondements métaphysiques de toute connaissance qui répond à toutes les questions existentielles de l'homme. Quelle est l'origine de l'univers? L'origine de l'homme? Quel est son but? La vie a-t-elle un sens? Quel sens donner à ma vie? Et dans la doctrine secrète, consignée pour ceux en quête de connaissance et de sagesse, HPB commence son introduction en écrivant qu'elle a sous les yeux un manuscrit remontant à une période immémoriale. Celui-ci est constitué de feuilles de palme qui ont été rendues résistantes au feu, à l'eau et à l'air par un procédé inconnu, et elles ont été conservées intactes. Sur la première page, il y a un disque blanc immaculé sur fond noir, représentant le cosmos dans l'éternité avant le réveil de l'énergie encore endormie. Cosmos, elle l'écrit avec un K, ce qui renvoie au macrocosme, à l'univers global. Sur la page suivante se trouve le même disque, mais avec un point en son centre. Le disque immaculé symbolise l'espace et l'éternité en pralaya, c'est-à-dire une période de repos où tout est résolu en son essence. Et l'apparition du point signifie l'aurore de la différenciation. Le point représente alors le germe dans l'œuf du monde, qui, en mode actif, devient la racine à partir de laquelle l'univers se manifeste. Le cercle blanc sur fond noir, en tant qu'abstraction, n'a aucune circonférence définie, car il est nulle part et partout, tout comme son centre. Il ne sera conceptualisé que lorsque la période de manifestation démarre. Il symbolise toute la connaissance possible que l'homme pourra atteindre, tout ce que la conscience conditionnée peut percevoir et comprendre jusqu'aux frontières du conditionnement. Mais au-delà du cercle blanc se trouve l'obscurité du fond noir, le non conditionné, qui restera un mystère pour toute conscience conditionnée. Il symbolise la conscience absolue, qui n'est ni être, ni non-être, et que HPB discerne comme étant l'être-té. D'autre part, le cercle non défini représente le principe omniprésent, éternel et immuable, l'espace abstrait qui n'est pas vide, mais le potentiel de tout ce qui fut, est et sera jamais, la possibilité de toute existence, et le point, l'espace potentiel qui est la semence qui résulte de toute la manifestation de l'univers précédent, quand tout retourne à la condition passive, à l'état de repos. Et HPB dit, il se produit une contraction de l'essence divine et l'œuvre de la précédente création se défait graduellement et progressivement. L'univers visible se désintègre, ses matériaux se dispersent et une obscurité solitaire, sans témoin, plane à nouveau sur la surface de l'abîme. En fait, il arrive le moment où même le fruit de l'expérience passée meurt en ne laissant qu'une graine qui, elle aussi, finira par mourir pour naître comme le germe de l'univers lorsque commence la période d'activité. Et ici se trouve l'origine de toute vie manifestée. Et HPB explique que le cercle unique est l'unité divine, d'où tout procède
et où tout retourne. Sa circonférence traduit la présence abstraite et à jamais inconnaissable, et son plan, l'âme universelle, bien que les deux soient une unité. C'est sur ce plan que commencent les manifestations et, durant la période de repos, c'est dans cette âme que reste en sommeil la pensée divine qui contient le projet de l'univers. Et la vie est toujours éternelle, invisible, bien que omniprésente, sans naissance, sans mort. Elle est une, mais elle s'exprime périodiquement à travers la multiplicité des existences manifestées dans les différentes strates de l'univers qui se déploie. Elle est comme un mouvement incessant à l'intérieur. C'est l'espace et mouvement abstrait absolu. C'est l'idéation précosmique, la source et l'origine de l'énergie et de toute conscience individuelle. À l'extérieur, c'est la palpitation du souffle créateur dans la nature qui commence lorsque s'imprime sur la substance précosmique ou racine de la matière, l'idéation cosmique, la base de toute conscience conditionnée et de l'intelligence qui guide toute l'évolution cosmique. Et le mot intérieur et extérieur ne sont pas adéquats, mais il n'y en a pas d'autres plus approchants pour transcrire l'idée juste. Et il en est toujours ainsi lorsque l'on tente d'expliquer la métaphysique, et c'est pourquoi sont souvent utilisées analogie et correspondance. Les mots ne sont que des équivalents. Il est dit, c'est une expiration de l'essence inconnue qui produit le monde et une inspiration qui le fait disparaître. Et cette loi de périodicité est universelle. Elle correspond à la naissance d'une expérience de toute vie manifestée, son épanouissement, son déclin et sa mort, qui représente une période de repos et d'assimilation de l'expérience vécue, qui passe elle aussi par une phase de croissance et de fin progressive. Et la vie manifestée demeure alors dans un état latent, en statu quo, quand il s'agit d'un pralaya mineur, ou potentiel et résolu en son essence lors d'un grand pralaya. Elle correspond à l'alternance entre la veille et le sommeil, la vie et la mort. Alors pour résumer, on peut dire que le réveil du cosmos se fait en 3 étapes. La première est le logos impersonnel, la cause première. La seconde est l'esprit matière, l'esprit de l'univers, l'idée originelle. La troisième, l'idéation cosmique, l'âme universelle du monde apparaît, si l'on peut dire. À ce niveau, on parle de noumen cosmique de la matière, la base des opérations intelligentes de la nature. Et la doctrine secrète nous dit que le logos manifesté est une unité synthétique composée d'esprits vivants manifestés, la source parent et la pépinière de toutes les monades. De ce fait, il n'y a pas de Dieu créateur et l'absolu ne peut pas créer. C'est la multiplicité infinie de pouvoirs créateurs qui, collectivement, forment la substance et obéissent à la loi éternelle et immuable qui fait que l'univers phénoménal constitue le résultat ultime des opérations d'une longue chaîne de forces cosmiques progressivement mises en mouvement. Et quand la pensée de l'âme universelle est réveillée, elle réfléchit l'idéation cosmique qui constitue le projet et la trame de l'univers manifesté. L'énergie dynamique appelée Foat imprime alors sur la substance cosmique ce plan idéal avec toutes les lois intrinsèques rendues
manifestée par l'intermédiaire de tous les premiers pouvoirs de la nature, appelés, suivant les traditions, architectes, dianchouans, archanges, séraphins, etc., qui s'éveillent à l'activité. Et toutes les âmes, toutes un miroir de la pensée divine, prennent une place et une fonction à tous les niveaux de la nature, dans l'univers qui se déploie très progressivement. Elles ont toutes pour origine l'absolu, la racine sans racine et cause sans cause. Et au tout commencement de la différenciation, elles constituent une seule unité, une seule identité de nature et de conscience. Et c'est ici que se trouvent les fondements de la fraternité universelle. D'autre part, il est dit que, en symbolisme ésotérique, l'espace est appelé le Père-Mère éternel à cette peau. De sa surface indifférenciée jusqu'à sa surface différenciée, il est composé de 7 couches. Et cette échelle septénaire représente les 7 degrés de substance, du plus subtil au plus matériel. Les 3 premiers sont les mondes aroupiques, c'est-à-dire sans forme. Tandis que les 4 suivants, le monde archétypal, intellectuel, formatif ou substantiel et matériel, sont les champs du manifesté, où toutes les étincelles de vie devront entreprendre ce voyage, constitué d'une multitude de cycles conditionnés par karma, c'est-à-dire une concaténation de causes et d'effets. Elles devront passer par chaque forme élémentale du monde phénoménal, traverser l'expérience du règne minéral et végétal, et par impulsion naturelle, elles devront se sensibiliser progressivement à l'environnement et tendre à s'individualiser de façon plus marquée dans l'animal, puis parfaire l'individualisation dans le règne humain, et par des efforts auto-induits et autodéterminés, s'élever de degré en degré jusqu'à l'éveil d'un Dhyani Bouddha. Alors, amis, nous avons à peine survolé les fondements de la métaphysique qui sont décrits en une vingtaine de pages dans le proème de la doctrine secrète. Et les plus de 1400 pages restantes développent et explicitent, autant qu'il est possible de le faire, le processus et les étapes de naissance interne et externe de l'homme et de l'univers. Maintenant, la question est de savoir ce que nous apporte cette connaissance métaphysique et qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie. Comme chaque homme est un épitomé de toutes ses vies passées et de toutes ses leçons apprises, et qu'autant d'hommes, autant de sentiers, cette connaissance révélée peut réveiller des mémoires et certains éléments devenir les pièces d'un puzzle qui se mettent en place et qui pousseront l'homme à reprendre le fil de ses réalisations là où il l'avait laissé. Et quoi qu'il en soit, d'un point de vue général, en tout premier lieu, nous pouvons dire que les yeux de l'homme s'ouvrent et il comprend entre autres que la mort n'existe pas, que la conscience est éternelle, même si les états de conscience supérieurs à ceux qui l'expérimentent ordinairement dépassent son entendement. Il peut concevoir qu'elle est de toute éternité, mais que, périodiquement, à travers la manifestation, en tant que pouvoir de conscience individualisé, il participe au développement d'instruments toujours plus capables de manifester plus de soi-conscience et soi-connaissance, apprendre à se connaître et finalement trouver sa place dans le travail du grand programme de la vie. Et son étude le mène à percevoir ce qui est au-delà des apparences.
elle le poussera un jour à prendre volontairement sa destinée en main. Il n'a pas été créé par un Dieu arbitraire et n'est pas entaché par le péché originel commis par ses ancêtres. Le jardin d'Éden correspond au stade de procréation de la forme humaine et la chute de l'homme à la sortie du stade d'enfance qui coïncide avec la densification de la matière et l'éveil à la conscience réfléchie. Il n'est pas non plus le fruit d'un processus de développement hasardeux à partir de formes matérielles qui auraient commencé avec la rencontre fortuite de deux atomes, produisant ainsi le premier organisme monocellulaire, et de complexification en complexification sur une très longue échelle de temps, arrivé au singe, puis à l'homme. Non, pas du tout. À la première aurore de la manifestation, le plan de l'homme est déjà là. L'homme, en tant que penseur soit conscient, existe de toute éternité. Sa forme est élaborée sur la base de programmes qui sont la synthèse du développement de l'homme dans les cycles précédents. Ces véhicules se perfectionnent au fil de ses expériences et sont remis sur le métier à chaque grand changement de cycle. L'évolution progresse sans cesse, même s'il y a des cycles descendants et d'obscurité, du fait qu'il y a toujours la mise en place et le développement des formes matérielles avant que la conscience ne puisse avoir une maîtrise complète de ces instruments. Alors au stade du développement collectif de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, où les valeurs basées uniquement sur une conception matérialiste s'effondrent, une connaissance métaphysique authentique représente ce dont l'homme a essentiellement besoin pour s'appuyer sur une base solide et pour le guider vers un épanouissement harmonieux avec toutes les vies qui composent la nature. La conscience, la substance et la vie sont une, et la source des multitudes d'entités qui viennent à l'existence. Ici se trouve la base de la fraternité universelle, les fondements de l'interdépendance et de la solidarité naturelle entre les êtres et entre les différents règnes de la nature. Si l'homme en prend conscience, il comprend que des liens puissants, seulement perceptibles dans leurs effets, l'unissent à tous les autres hommes et tous les constituants de la nature. La notion de hasard disparaît et il comprend que la loi de karma, dont l'empire s'étend à tous les niveaux du manifesté, tend toujours à rétablir l'harmonie. Il pressent alors où la vie veut le mener. D'autre part, il se rend compte qu'il n'y a pas fondamentalement de différence d'espèce entre les êtres, mais seulement une différence de degré de réalisation. Et avec la connaissance de la loi des cycles et de la réincarnation, il sait qu'il est passé par une multitude d'expériences en tant qu'homme, femme, à travers toutes les époques, les races, aux croyances et philosophies diverses. Il a dû maintes et maintes fois changer ses idées, ses conceptions, son optique. Il a assimilé une multitude de leçons avant d'arriver au stade où il se trouve, et il a bénéficié de la coopération de toute la nature. Son sens de l'unité s'ouvre et progressivement s'élargira jusqu'aux confins de la collectivité, l'âme universelle, et deviendra le moteur de ses actions et le motif de ses existences.
Prendre connaissance et réfléchir sur la nature cachée avec un authentique enseignement ouvre l'horizon. Mais il ne faudra pas refermer la page aussitôt et se laisser porter par la marée. Lorsqu'un voile se lève, il faut scruter, creuser un peu plus et chercher encore plus profondément. Lorsque le point de vue de l'homme change, son comportement avec les autres, les animaux et toute la nature doit s'ajuster aussi. Plus de lumière engendre dans la vie des implications éthiques ou morales au quotidien en rapport avec le degré de compréhension qui élargissent et affinent leur champ d'application au cours de son éveil. Une question se pose alors. Mais pourquoi l'homme n'est-il pas capable d'appliquer au quotidien ces résolutions qui désormais s'imposent naturellement à lui, mais qu'il peut oublier très vite quand il est pris dans les actions de sa vie? Au début, l'homme s'attache à discipliner ses actions, puis il comprend que ses pensées en sont l'origine et il tente alors de les maîtriser. Mais il découvre qu'il ne peut les maîtriser s'il ne change pas la polarité de ses désirs, ce qui l'amène à comprendre qu'il a créé une multitude d'attachements, de j'aime et de je n'aime pas, qui ont conditionné sa personnalité. Et de fil en aiguille, il entre dans la métaphysique de son être et a fortiori de l'ensemble des êtres, à travers sa quête de la vérité, qu'il découvre progressivement grâce à l'enseignement transmis par les grands sages et par les réalisations graduelles qui en découlent. Et la théosophie nous permet de comprendre que l'homme possède toute une gamme d'instruments qui démarrent de l'aspect le plus subtil jusqu'au corps physique. En fait, l'homme est constitué d'une nature supérieure et immortelle. La triade Atma, Buddhi, Manas. Atma correspond à l'esprit, représenté par l'espace qui est partout. Buddhi à l'âme spirituelle, en correspondance avec l'âme universelle une. Et Manas, le principe du mental, de l'intellect. Manas, indissociable d'Atma Buddhi, est le penseur, l'homme réel, la synthèse de toutes les expériences passées. Il est un rayon de Mahat, le mental universel. Sa nature inférieure lui permet de vivre et d'interagir dans le monde psychophysique. Elle est constituée d'un quaternaire qui change à chaque nouvelle existence. Au moment de l'incarnation, le manas se dédouble, pour ainsi dire, et son rayonnement éclaire et illumine le principe des désirs, kama, et tend à polariser le foyer de conscience à ce niveau de la nature. Kama focalise l'homme sur les besoins du corps physique, la recherche du plaisir, et englobe tous ses désirs mondains avec son sens d'identité personnelle trompé par une apparente séparativité. Et le corps astral est le modèle ou la trame sur laquelle s'élabore le corps physique, et prana, le principe de vie, maintient sa cohésion. Et dans l'article « Action psychique et noétique », il est dit « Puisque la métaphysique de la physiologie et de la psychologie occulte postule l'existence dans l'homme mortel, d'une entité immortelle, d'un mental divin ou nous, dont la pâle réflexion, trop souvent dénaturée, est ce que l'on appelle mental et intellect de l'homme, réflexion qui constitue une entité virtuellement distincte de la première durant la période de chaque incarnation. Nous disons que les deux sources de ce qu'on appelle mémoire
se trouve dans ces deux principes. Et avec ce que dit ici HPB, nous découvrons l'origine de la dichotomie. Dans le principe magnasique se trouve, au niveau supérieur, la mémoire de l'ego réel, l'ego réincarnant, qui représente l'expérience synthétisée, assimilée du nectar de toutes les vies passées. Et au niveau inférieur, toute la synthèse du rebut de la vie écoulée, parce qu'après la mort demeure un ensemble d'attributs appelés skandhas, qui représentent les tendances développées, modifiées et nourries au fil des vies passées, dont les impressions ou semences s'attachent à la personnalité qui prend forme à chaque nouvelle naissance. Et au niveau supérieur se trouve la sagesse accumulée des âges et les leçons apprises des expériences vécues. Au niveau inférieur, la raison et l'entendement, influencés par les sollicitations des sens, liés aux passions et désirs de toutes sortes. Et toujours dans cet article, il est dit « L'ego supérieur ne peut agir directement sur le corps, car sa conscience appartient à un niveau et à des plans d'idéation tout à fait différents. Mais le soi inférieur en est capable, et son action, son attitude dépendent de son libre arbitre et du choix qu'il peut faire entre deux voies. Graviter vers son Père, le Père qui est au ciel, ou vers l'animal qui l'habite, c'est-à-dire l'homme de chair. Mais on comprend bien que, suivant la fascination exercée sur les sens et les organes par la vie matérielle, qui dépend du bagage karmique, c'est-à-dire de tous les efforts ou non produits dans le passé pour se dégager de cette influence, l'homme aura plus ou moins des difficultés à se fixer sur sa polarité supérieure et en tirer toute la richesse. Mais il dispose du libre arbitre. Et comme sa vision change, il peut commencer à faire du ménage dans sa vie psychique et entreprendre volontairement le long voyage qui le mènera à réaliser sa véritable nature. De la connaissance résultent des réajustements pour s'harmoniser à ce qu'il considère comme juste et bien, et par ses efforts librement consentis, l'homme va créer un canal de communication entre l'inférieur et le supérieur, et ainsi purifier sa nature inférieure qu'il accorde aux nécessités du supérieur. Alors, amis, pour conclure, nous allons lire une citation d'un dialogue entre un maître et son disciple, que nous avons pris dans la doctrine secrète. Lève la tête, ô Lanou. Vois-tu une lumière ou des lumières innombrables au-dessus de toi, brûlant dans le ciel noir de minuit? J'ai la sensation d'une seule flamme, ô gourou Deva. Je vois des milliers d'étincelles, non détachées, qui brillent en elles. Tu dis vrai. Et maintenant, regarde autour et en dedans de toi-même. Cette lumière qui brûle au-dedans de toi, la sens-tu différente d'une quelconque manière de la lumière qui brille dans tes frères humains? Elle est nullement différente, quoique le prisonnier soit tenu en captivité par karma, et que ses vêtements extérieurs trompent les ignorants en leur faisant dire « ton âme est mon âme ». Voilà, amis, nous allons laisser la place aux questions. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, quelles sont les questions sur que nous apporte la métaphysique, car on encourage l'étude régulière des principes, des propositions fondamentales qui sont les bases d'une métaphysique qui vont nous permettre
ensuite de mieux saisir l'ensemble de l'enseignement. Alors, il y a une question dans la salle, là. Oui. Au niveau de la vie pratique, on a entendu le schéma que propose la théosophie avec la réincarnation. Dans la vie pratique, quand quelqu'un meurt et que les proches sont en détresse, qu'est-ce que la métaphysique peut apporter comme soulagement et peut-être comme thérapie pour faire le deuil plus rapidement? Alors, lorsque par exemple un proche décède, comment la métaphysique peut aider dans ce cas-là, de façon pratique? Alors, la métaphysique, Pour faire le deuil plus rapidement. pour faire le deuil plus rapidement. Alors, la métaphysique, il ne faut pas la considérer comme, disons, une matière à part. Quand on parle de la métaphysique, là, en théosophie, c'est une base qui va soutenir tout un enseignement. On ne va pas, isoler le chapitre métaphysique et ensuite on va passer aux autres chapitres. La métaphysique, du moins les conceptions de base, sont là pour soutenir et rendre aussi évident tout l'enseignement. Parce qu'on ne peut pas commencer à étudier les différents chapitres, comme on a vu un peu plus en détail, la constitution septuple, la réincarnation, etc., sans avoir d'abord une base de métaphysique. Et aussi parce que on doit avoir une vision synthétique de l'enseignement. Par exemple, quand on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, c'est pour comprendre que les mêmes lois opèrent dans tout l'univers et qu'elles gouvernent aussi les hommes. Donc, on a vu tout à l'heure certains points qui concernent l'homme et l'humanité en général, mais il faut bien garder présent à l'esprit que les particuliers, les universaux, qui sont justement les fondements d'une métaphysique, sont reflétés à notre niveau dans les particuliers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours, on devrait pouvoir toujours relier la connaissance de façon synthétique et non pas l'isoler. Alors évidemment, on comprend beaucoup mieux, comme on nous l'a expliqué, l'évolution des âmes humaines dans leur pèlerinage à travers les réincarnations, la loi de karma qui régente tout ce qu'ils ont fait, et aussi la loi des cycles qui gouverne tout l'univers et qui gouverne notre vie, c'est-à-dire on a vu les 3 phases de naissance, développement et déclin et mort. Alors ça, ce sont les théories, évidemment. Et quand on passe à la pratique, dans la vie pratique, il est évident que si nous voulons réconforter, ça c'est laissé à l'appréciation par l'intuition et le discernement de chacun, comment apporter un réconfort aux proches qui, eux, alors supposons, n'ont pas de connaissance du tout, ou une connaissance religieuse qui ne va pas leur apporter un réconfort. Bon, c'est peut-être pas le moment, effectivement, de présenter des vérités métaphysiques. On peut alors se mettre à un niveau plus pratique qui va
peut-être, encore une fois, chacun va trouver intuitivement ce qu'il faudra dire que nous croyons à la réincarnation, par exemple, et que ce n'est pas possible que nous ayons qu'une seule vie. Et on ne vous dit pas ça, alors, aux gens à réconforter. Je ne vous dis pas ça pour vous aider comme ça de façon artificielle. Nous croyons vraiment que nous vivons plusieurs vies, parce qu'une vie, ça n'a pas tellement de sens, on n'a pas assez de temps, on a des contraintes par notre karma, et donc on souffre du départ de quelqu'un, bien entendu, parce que pour l'instant, on va pas l'avoir, on va plus le voir, il va y avoir cette affreuse absence. Mais si on regarde plus loin, on sait que on va revenir tous, parce qu'on a créé des liens et qu'il va falloir régler tout ça dans une nouvelle incarnation. Nous sommes ça pourrait être une idée, et évidemment, la métaphysique, ce sera peut-être lors d'un dialogue, hein, suivant ce que pense la personne ou ce qu'elle sait ou ne sait pas, ce sera peut-être pour plus tard. Il y a une question ici sur Skype. Alain? Ah, ils sont partis. Ils ont un problème de connexion, ils reviennent. Là, ça y est, c'est revenu, excuse-moi. Oui, Alain, d'accord. Oui, il a été fait tout à l'heure référence à l'hermétisme et aussi donc à cette sagesse des anciens. Alors, comment intégrer la métaphysique dans la notion de l'homme et le microcosme du grand macrocosme? Est-ce que tout le grand processus métaphysique, donc en rapport avec l'univers, se retrouve dans l'homme? Oui. Alors, pour résumer, comment intégrer l'idée du microcosme dans l'homme? Est-ce qu'on retrouve dans l'homme le macrocosme, justement? J'ai bien compris? Alain? Bon, alors, comme nous l'avons dit oui, tout à l'heure... Oui, tout à fait. Hein. Excusez-moi, il y a un problème de... Oui, il y a un problème, c'est pas grave. Comme on l'a dit tout à l'heure, on nous parle de l'unité. L'unité qui est la base de tout. Ça, évidemment, il faut bien partir de cette compréhension pour comprendre tout le reste, car tout est relié. Quand on parle du macrocosme, c'est-à-dire de l'univers, bon, nous avons dit tout à l'heure qu'il a ses réflexions dans le microcosme. Ce sont les mêmes lois, ce sont les mêmes principes à un niveau différent. C'est pour ça que l'on dit que il y a réflexion du haut dans le bas et inversement. Alors l'homme est un résumé, disons une synthèse à son échelle des lois et de tout ce qui gouverne le grand univers. C'est ce que voulait dire tout à l'heure la lecture, et on connaît tous cet adage, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a une correspondance globale entre, disons, les choses supérieures et les choses dites inférieures, parce que tout est relié. Simplement, il y a une différenciation de manifestations, et ils sont des copies en petit du grand. Voilà, enfin c'est ce que j'ai compris pour le système. Je vois une autre. Alors j'ai plusieurs. Alors avant, nous avons une question sur Skype avec Jean-Christophe. Je sais pas, je vois pas votre prénom en entier. Oui, c'est ça, c'est Jean-Christophe. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Voilà, est-ce qu'on peut inclure justement, ça rejoint un petit peu la question précédente, mais la science des Tattvas justement en Orient, avec justement la constitution occulte de l'homme et la constitution occulte du cosmos, est-ce qu'on peut justement l'associer à la métaphysique et est-ce qu'on le considère comme une branche métaphysique? Alors là, j'ai pas entendu tout à fait le début. En Inde, La science des Tattvas. la science des... Quand on parle de Prakriti, de différentes, donc de Manas, de Buddhi, d'Alatman ou de Purusha, voilà, avec aussi les fameux les Mahabhutas par exemple, donc qui permettent les éléments constitutifs qui sont à la fois au niveau cosmique et qui sont au niveau terrestre, qui se retrouvent au niveau du corps humain, donc avec les cinq sens, les Karmendriya, et tout ça. Oui, d'accord, je vois bien. Alors, en fait, il faut savoir que tout est en correspondance. On nous conseille, pour aussi faire le lien entre la métaphysique et notre monde, d'utiliser les analogies et les correspondances, parce que tout est en correspondance. Alors, par un exemple, on nous dit que la manifestation se fait sur un mode septuple. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes constitués par 7 principes. C'est un exemple simple qu'on peut saisir tout de suite. Il y a correspondance entre le haut et le bas. Donc, tout ce que nous trouverons, que ce soit les éléments, tous ces concepts de esprit, matière, évidemment qu'ils ont leur correspondance en nous, puisque nous sommes un composé d'esprit-matière. Nous avons un corps physique, simplifié, et à l'intérieur, nous avons l'esprit. Donc, à tous les échelons de l'enseignement, des différents enseignements, il faut bien essayer de faire les correspondances. Et là, on a une clé qui nous ouvre la porte à une compréhension synthétique des choses. On voit que tout est ordonné, tout est vraiment gouverné par des lois et que c'est très, très, c'est très sophistiqué même comme organisation. Mais tout est en correspondance. Compagnie Théosophie? Oui, il y a une question dans la salle. En fait, il y a 2 questions dans la salle. Mm-hmm. À propos de métaphysique, les 10 points d'Isis est un très bon exemple. Et justement, dans la conclusion, Mme Blavatsky dit qu'il n'y a pas de miracle et tout ça, donc parce que il faut une bonne connaissance de magnétisme et d'électricité pour comme base, et puis qu'une seule vie pénètre toutes les choses. Alors, est-ce qu'on peut expliquer en quoi est-ce que le fait qu'il y ait une seule vie qui pénètre partout aide pour cette compréhension? Alors là, c'est une référence aux 10 points d'Isis dévoilés qui figurent dans la brochure justement que l'on étudie tout le temps et qui sont les propositions fondamentales et qui expliquent de façon assez claire et accessible les principes basiques de la métaphysique. Alors les 10 points d'Isis dévoilés sont aussi étudiés pareillement parce que là, on est plus dans une connaissance, disons, ésotérique, entre guillemets, où l'on va nous expliquer pourquoi il y a des phénomènes, qu'est-ce que la magie, etc. Donc, vous vous référez au numéro 1. C'est bien ça. Non, c'est la fin. C'était à la fin. Pardon. D'accord. Tout est relié, donc je suis déjà allée. Oui.
Alors, pour résumer en quelques mots, la magie est la sagesse spirituelle. La nature est l'allié matériel, l'élève est la servante du magicien. Un seul principe vital commun pénètre toutes choses et il peut être maîtrisé par la volonté humaine pleinement développée. Alors là, on nous parle effectivement de ce principe qui pénètre toutes choses, mais vu au niveau du magicien, entre guillemets. C'est-à-dire que un seul principe pénètre toutes choses, le principe vital, qui a aussi sa correspondance dans le monde métaphysique et qui font que il y a l'unité, il y a le principe unique. Et pareil pour le principe de vie. Le principe de vie est à l'œuvre partout, à tous les niveaux, déjà évidemment lors de la naissance de l'univers et de son déploiement. Et là, ce principe de vie qui est aussi en nous et qui est autour de nous, lorsque l'être, comme un maître par exemple, a développé une connaissance supérieure et des pouvoirs que nous avons latents entre nous, il peut alors commencer à utiliser des pouvoirs qui sont naturels, qui sont venus avec son développement. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais ce principe aussi, il est à tous les niveaux du cosmos. Et il est présent jusqu'en nous et dans tout ce qui vit. La nature, tout est imprégné du principe de vie. Et pour celui qui a plus de connaissances, il peut utiliser certaines forces qui deviennent alors naturelles et nous n'avons pas encore ces possibilités, ces pouvoirs. Alors, il y a une autre question, c'est concernant cette idée de correspondance. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça a été développé abondamment ce soir. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre dimension qu'il faut prendre en compte et qui est la dynamique, en fait? On dit par exemple que dans le symbolisme, que notre aspect spirituel vient du soleil, notre aspect psychique vient de la lune. On le trouve par exemple dans chez Plutarque par exemple, hein, dans le symbolisme. Et puis notre aspect physique vient de la terre. Alors, est-ce que on ne devrait pas ajouter à cette idée de correspondance l'idée aussi d'une interaction permanente et qui fait que, en fait, par exemple, entre l'âme astrale de l'homme et la lune, il y a un mouvement, en fait, il y a une dynamique dans les deux sens, et ce, à tous les niveaux de ces correspondances. Donc c'est plus qu'une correspondance, ça devient une dynamique, en fait. Oui. Dynamique, on veut. Voilà. Alors ne faudrait-il pas ajouter à cette idée de correspondance l'idée dynamique qui existe, par exemple, entre nos principes et leur origine? Oui, ou l'air, par exemple, l'air que nous respirons, on l'absorbe et on le rejette, etc. Est-ce que ce principe-là n'est pas valable aussi sur l'ensemble des éléments qui sont entre le général et le particulier, en fait? Une dynamique? Oui. Alors, c'est ce que nous avons tenté d'expliquer, que cet élément est absolument partout. Il est au niveau de tout l'univers et c'est certain qu'il possède un aspect dynamique, parce que là, nous considérons un peu tout ça, disons, à plat, hein, sur le papier, hein, pour parler simplement.
Mais il est évident que nous avons affaire là à des énergies et qu'il y a un constant échange à tous les niveaux de la manifestation, même avec les règnes dits inférieurs, entre toutes ces énergies. Et il y a aussi entre tous les êtres. On nous a parlé de l'interdépendance. Cette énergie, elle réagit sur tous en même temps. Et là, par exemple, alors pour rejoindre la base métaphysique, là, on n'a pas été dans les détails de la création, disons, des humains. On l'a eu dans la lecture, mais c'est assez hermétique, comme son nom l'indique. Nous sommes issus de 3 lignes d'évolution principales, et effectivement, il y a aussi une corrélation, une origine très très proche avec les grands éléments. Le soleil qui correspond à la conscience, l'éveil de conscience, la lune qui correspond au monde physique, c'est-à-dire dont nous avons tiré notre substance physique. Alors comment? Par l'intermédiaire de hiérarchies qui régissent ces mondes-là. Et effectivement, tout cela est dynamique parce que c'est en constant mouvement, c'est en constant échange d'énergie, et c'est effectivement la vie avec un grand V à des niveaux dont même parfois nous ne pouvons pas mesurer l'ampleur et la grandeur. Mais l'aspect dynamique, oui. C'est pour ça que la métaphysique, quand on l'approfondit, nous fait comprendre beaucoup plus de choses nous concernant. C'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut penser. Et en fait, cette métaphysique, au lieu d'obscurcir notre mental, devrait nous aider dans la mesure où on voit que tout est tellement bien ordonné et agencé. Oui, Marlène? Oui, justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la métaphysique peut paraître complexe, mais en fait, elle nous simplifie la vie, parce que par exemple, il est dit qu'à partir des 3 propositions fondamentales, on peut résoudre tous les problèmes de la vie. Donc, est-ce qu'on n'a pas une capacité à pouvoir capter des éléments assez simples de cette métaphysique pour justement se l'approprier dans notre vie pratique? Oui, tout à fait, parce que effectivement, alors avec les 3 propositions fondamentales, on devrait être à même de résoudre tous nos problèmes. Hein. Et comment s'approprier en fait cette métaphysique dans notre vie pratique? C'est effectivement, c'était le sujet de la conférence. Hein. D'abord parce que elle nous aide, la métaphysique, en effet, parce que elle nous apprend à développer une vision synthétique de ce qui existe. Et ça, on nous dit quelque part que ces universaux s'adressent au mental supérieur synthétique. Donc, il va y avoir déjà comme un genre de pont, un genre de communication avec notre être intérieur. Et le fait de comprendre alors que tout est lié, cela va nous aider à comprendre beaucoup de choses dans notre vie. Parce que nous avons cette notion que, comme on nous a dit, il n'y a pas de hasard, tout est une juste rétribution, tout a son sens, nous sommes là pour apprendre, pour évoluer. Et Madame Blavatsky insiste aussi, par exemple,
que si on n'a pas une vision métaphysique, on ne peut pas comprendre la loi de fraternité. Parce que il y a une coupure entre le tout et, par exemple, les religions qui ont des croyances séparées. Quand on a une vision synthétique et que l'on a conscience qu'il y a un tout unique d'où tout émane, on peut comprendre que dans ce niveau métaphysique, nous ayons la fraternité, non pas comme une chimère, une utopie, mais comme un fait de la nature, parce que nous sommes des aspects, des réflexions de ce grand tout. Alors, amis, nous avons maintenant atteint l'heure. On aurait encore beaucoup de choses à développer sur ce que nous apporte la métaphysique. Il y a eu quand même déjà quelques idées qui ont bien été présentées dans la conférence et nous espérons aussi maintenant et que nous ne considérons pas l'étude de la métaphysique comme quelque chose d'ennuyeux, qui n'a pas de rapport avec la réalité. On va s'embêter avec des termes qui sont vraiment, on comprend pas, on est là, on est dans des hautes sphères, on se perd. C'est pas du tout ça. Ce sont des énoncés simples où il y a l'esprit et la matière, il y a les dualités et ensuite les cycles, et tout cela nous concerne notre évolution, notre vie actuelle et celle de tous les gens qui nous entourent. Alors nous vous donnons rendez-vous soit samedi, c'est demain, nous aurons une étude dans la doctrine secrète à 14h30, mercredi prochain pour la continuation des études en classe et vendredi prochain pour une conférence sur les aphorismes du yoga de Patanjali. J'en profite rapidement avant de vous quitter de mentionner que nous avons des réunions sur Skype et en présentiel rue Kepler. J'ai oublié de le dire dans l'introduction. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.